J'ai appuyé comme un vieux. T'as appuyé comme un vieux. Vraiment, je vais ting avec mon vieux doigt. On va enregistrer maintenant. Est-ce qu'il y a une prise? Ah merde, ça enregistre. Oh. On est en direct. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être l'hôte. Donc moi, c'est Naïm, si vous m'avez pas reconnu. C'est déjà la 3e fois que j'interviens dans le podcast. Donc, Plus, je pense. peut-être plus. J'ai aussi écrit un épisode, voire 2. Donc voilà, je suis Naïm et j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle émission, un nouveau concept. Nouveau concept, ouais, tout à fait. On va commencer direct par un petit peu de vulgarisation. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une époque, Alan? Eh bien, oui, maintenant oui, mais j'ai envie que tu l'expliques parce que tu m'as justement parlé de ton idée de nom. Donc, d'abord un peu de contexte. Pourquoi est-ce qu'on fait cette émission? Ça va sortir un peu des clous de la vulgarisation qu'on fait habituellement sur ce podcast. On va plutôt parler d'actualité et on va essayer de la vulgariser un maximum. Mais on va pas se mettre trop de contraintes pour se permettre de traiter un maximum de sujets ensemble. Donc ce sera, on va essayer que ce soit régulier. Je vais présenter l'émission. Alan sera mon invité. C'est ça. On verra, peut-être on aura même d'autres invités, qui sait. Bah, je l'espère. Hein. Ouais, oui, bien sûr, ce serait magnifique. Et donc, on va revenir sur ce que c'est qu'une époque. Une époque, c'est simplement un temps donné sur la blockchain. On va dire qu'une époque correspond à X blocs. Ça a beaucoup de sens, puisqu'on va parler d'actualité. Et voilà, je propose qu'on commence, on verra. En vrai, le jeu de mots, il est ouf. Hein. Il est vraiment bien. Merci. Mais en vrai, franchement, j'ai cherché, personne l'a fait encore. Ah ouais, mais même quand tu m'avais dit je vais appeler ça époque, j'ai même pas eu le non, tilt. parce que en fait, c'est vraiment une ref. Bah, moi, pourquoi est-ce que je sais c'est parce que je fais beaucoup de staking. Et souvent, il y a des périodes de cooldown, qu'on appelle ça. Donc, un temps où tu dois attendre avant de pouvoir récupérer la somme que tu as stakée. Vous savez bien sûr tout ce que ça veut dire staking, mais comme c'est pas sûr, ça consiste à bloquer des jetons directement sur la blockchain. Souvent le cooldown est exprimé en époque. Donc en gros, le cooldown, donc c'est le moment un peu plus calme. Et donc ils vont te dire par exemple que le cooldown a duré 2 époques, donc en gros 2 constructions de blocs, on va dire, c'est ça l'idée. Ok. À partir du moment où tu auras décidé de récupérer ta mise et les récompenses, à partir de ce moment-là, tu devras compter X époques. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, parfait. Terrible, trop bien. Bah, déjà le nom, je suis fan, donc en fait c'est un format que Naïm va créer de toutes pièces. Donc là, c'est vraiment lui le chef, c'est lui le maître de cérémonie. Là, on est chez moi, on a une petite machine qui nous enregistre, on a 2 micros, on a tous les 2 notre PC et c'est vraiment, on est tranquille. On va discuter, donc comme a dit Naïm, de la blockchain, des actualités surtout. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, il y a pas mal de choses à dire maintenant. Exactement, on est le 14 novembre 2024, le Bitcoin a passé les $90 000, donc 90 000, parce qu'il y a beaucoup de Français qui écoutent le podcast. 90 000 $, on est désolé. Donc c'est historique puisque c'est jamais arrivé avant, et donc on peut dire que les prix sont en période de découverte, c'est-à-dire ça monte. Et personne ne sait où ça va s'arrêter. Et où ça va s'arrêter, où ça va redescendre, etc. C'est ça qui est intéressant dans un bull run. Hein, on peut dire qu'on y est là. Hein, vu qu'on a atteint des ATH, donc un all-time high, le plus haut déjà atteint. Là, on y est, vu que là, il a atteint 90 000. La fameuse légende du 100 000 arrive, je pense. Hein. En tout cas, après... Exactement. Et on n'est pas les... Enfin... Voilà, je pense aussi, et on n'est pas les seuls à le penser, d'ailleurs on va en parler, ça va peut-être nous permettre d'embrayer sur le premier sujet dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est Polymarket. Alan, est-ce que tu connais Polymarket? Eh bien, maintenant oui. Ouais, tu viens de découvrir, hein. Tu pourrais jouer le jeu de temps en temps. Naïm, on parle beaucoup. Je rigole. Mais oui, non, je vais dire non en fait, Naïm, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, merci Alan. J'aimerais bien que tu ouvres un nouvel onglet et que tu mettes Polymarket et que tu m'expliques un peu ce qui se passe, comment. Qu'est-ce que c'est que Polymarket, Alan?
Polymarket, c'est tout simplement un site qui te permet de parier sur des événements d'actualité, pour faire bref. C'est ça. Donc c'est comme si tu allais sur BetClick ou bwin pour placer ton pari sur un match de foot, sauf que là tu vas le parier sur une actualité. Qu'est-ce qu'on entend par actualité ? La victoire de Trump par exemple en était une. La fameuse. Et c'est ce qui a fait exploser notamment la popularité de Polymarket. Ah ok, donc attends, donc il y a des gens qui... Donc c'est connu aussi, et sur la popularité de Polymarket est là aussi parce que beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent grâce à la victoire de Trump. Exactement, okay, notamment un Français Okay. qui a parié via de multiples comptes. J'ai pas l'article, enfin je pense que j'ai mis l'article dans mes favoris. Polymarket est dans le Figaro. Ah, je suis mort. C'est le premier résultat. C'est assez rare que oui. le premier résultat quand on tape quelque chose crypto. Bon après j'ai un peu orienté la recherche. J'ai mis Polymarket français 28 millions. Ouais, quand même. Voilà, donc bien orienté. Présidentielle américaine, un trader français mise 28 millions. Donc il a misé 28 millions de dollars sur la victoire de Donald Trump. Je sais pas c'est quoi le ratio. Il a parié 26 millions d'euros. On ne sait pas ce qu'il a gagné. Mais selon les dernières estimations, plus de 2,5 milliards de dollars ont été pariés sur le résultat de la présidentielle américaine. C'est pour se faire une idée. Oui, donc beaucoup de gens. Énormément d'argent. Les sondages sur Polymarket, c'était 60% qui anticipaient la victoire de Trump. Ah ouais, c'est énorme. Mais d'ailleurs, non, on va pas discuter ça. J'allais dire d'ailleurs, c'est combien de pourcentage qu'il a gagné. Moi, je t'avoue que je m'intéresse pas trop à... moi non plus. À ce truc. Les États-Unis, voilà, on a déjà beaucoup en Europe. On a déjà ça. assez. Ouais, c'est ça. Bon, tristement, ça nous influence. Ouais, évidemment. La victoire de Trump a engendré un énorme rebond dans la crypto, une euphorie. C'est un truc de malade. C'est du jamais pour les nouveaux qui arrivent, parce que maintenant je suppose que je le vois aussi dans les écoutes du podcast avec Naïm. Les écoutes là maintenant augmentent de plus en plus alors qu'à un moment donné c'était une période assez creuse. Parce que je sortais plus trop de podcasts, d'épisodes, parce que j'étais très très occupé. Mais de deux aussi, parce que voilà, l'intérêt sur les crypto-monnaies était amoindri, mais à puissance 1000. Là, en l'occurrence, depuis que Trump, depuis quelques jours en fait, c'est abusé quoi. Les gens se réintéressent à tout. Tout à fait. Et en fait, donc la victoire de Trump est vachement pas corrélé, mais c'est une des causes de ce pump, notamment un article qui est sorti il n'y a pas longtemps. En fait, c'est le Congrès qui est devenu pro-crypto avec plus de 200 nouveaux membres qui sont vachement favorables. Du coup, ça change pas mal la donne parce qu'on sait que en vrai, le gouvernement Biden, il n'était pas trop favorable à la crypto-monnaie. Il crachait quand même dessus. Effectivement. Et donc là, c'était hard, c'est chacun son truc. Non, il n'y a c'était... pas de position ou quoi que ce soit, mais oui, c'était un non catégorique, alors que Trump, lui, c'était un En fait, Trump est un businessman, donc tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, et il suit forcément l'argent. Du coup, il s'intéresse à cet écosystème, parce qu'il faut savoir que là, avec le pump, la valeur estimée du Bitcoin, donc juste du Bitcoin, qui représente 50% à peu près de la masse crypto totale, en considérant bien sûr qu'il y a une partie de ce Bitcoin qui est perdue, etc. Ça a dépassé l'argent, qui est, je pense, la 8e valeur la plus échangée. Eh bien, j'ai entendu un nouveau truc aujourd'hui sur un podcast. C'est la première fois, en même temps, c'est pas difficile que ce soit la première fois, mais l'ETF Bitcoin a dépassé l'ETF de l'or. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Et ça, franchement, mec, c'est dingue. C'est lunaire, quoi. T'aurais dit ça il y a 20 ans. 20 ans, non, 10 ans. Il y a 10 ans. Ouais. Non, les gens auraient rigolé. Enfin, ça va, mec, ça va. Ouais, mec, arrête. c'est abusé, quoi. Et c'est une folie. Oui, c'est vraiment une folie. C'est la première fois, je pense, qu'il le surperforme. Ah oui. Enfin, qui passe au-dessus. Et puis même, on parle du Bitcoin. Enfin. Non, mais je veux dire par là que l'ETF or a perdu de la valeur pendant que l'autre. Oui, tout à fait. En a pris, quoi.
En fait, on arrive dans une... bon, on sait très bien que l'économie actuellement, c'est pas dingue. Et c'est là que c'est compliqué aussi pour les personnes qui s'intéressent fort à l'économie et qui parfois misent de l'argent. Donc, je parle plutôt des traders, ces personnes-là. On est dans une période où, je trouve, tout est nouveau. Il y a donc le macroéconomie, enfin le fondamental, c'est-à-dire les guerres, les endroits, les politiques, les trucs, les décisions, etc., ont une influence évidemment sur tout ce qui se monnaie, tout ce qui s'achète, tout ce qui se vend. Et là, on est tellement un peu dans un truc chaotique. Chaotique, ça ne veut pas dire horrible, même si je le pense un peu, mais ça veut dire que ça va dans tous les sens. Tout à fait. Parce que niveau argent, il y a des milliardaires de fous, il y a la pauvreté de fous, il y a tout de fou, tout est fou, quoi. Eh bien, on arrive dans des moments, je trouve, économiques où c'est compliqué de pouvoir commencer à dire « Ah, ben, cette situation-là, on l'a déjà vécue, donc on va faire ça ». Ça devient très, très compliqué. Du coup, ça appuie le fait qu'on est en découverte. Ah oui, c'est ça, et donc, exactement. Et c'est ça qui est cool aussi avec ce type d'épisode, c'est que là, en fait, on discute comme n'importe qui pourrait penser dans sa tête, qui a, on va dire, les mêmes connaissances que Naïm et que moi un peu, etc. Comment on peut aller chercher simplement certaines réflexions sur le monde et sur la crypto en soi, quoi. Parce que là, maintenant, je pense que vous êtes partis pour entendre parler de crypto partout. Il faut savoir, et ça je l'ai déjà dit aussi dans le podcast précédemment, quand tu entends parler de la crypto, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Là, c'est fini. Ou alors, tu attends une baisse de zinzin quand tout le monde n'y croit plus, mais là, tu dois avoir, entre guillemets, les corones d'aller les acheter il faut avoir... mettre de l'argent maintenant, il faut vraiment le considérer comme perdu pour au moins 4 ans, du coup. Ouais, voilà. Mais ça, c'est bien ce que tu dis. C'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas perdu parce que il y a de la valeur. En fait, ton investissement, tu le perds qu'une fois que tu vends à perte. C'est ça. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Voilà. Si tu places ton argent et que tu as raté la vague, en vrai, tout n'est pas perdu. Juste, il faut avoir de la patience. T'attendras plus longtemps. Exactement. Bon, après, il y a toujours le risque que les projets meurent, parce que malheureusement, ça arrive. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi l'importance d'avoir des portefeuilles diversifiés. Donc, si tu mises sur quelque chose d'assez solide, qu'est-ce qui est un projet solide ? C'est très difficile à répondre et ça dépend de plein de paramètres. En fait, c'est difficile à répondre pour tout le monde. C'est ça qui est horrible, quoi. Ça peut être très logique et très solide pour toi parce que tu lis le white paper ou n'importe. Tout ce qu'on te dit, tout ce que tu as pu prendre comme information, tu peux y croire à mort. Tu peux donner exactement les mêmes informations à ton voisin. Il va le lire, il va te dire ça, c'est de la merde, ça. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui est solide, en vrai ? Déjà, ouais, c'est une question de point de vue. Et puis, tristement, ça dépend pas que des fondamentaux. Ça, on le voit à fond. Non, ouais. Ce qui va peut-être nous permettre de parler... En fait, on va continuer à parler de la présidentielle. En vrai, d'ailleurs, je vais revenir sur la question que tu avais posée. J'ai pas le pourcentage, mais Harris, elle a pris 223 grands électeurs et Trump, il en a pris 294. Je crois que c'est une des plus grosses... je crois que c'est énorme. Ouais. Une des plus grosses fessées. Si tu regardes la carte, elle est toute rouge, en fait. Il y a les États à gauche qui ont voté bleu. Ouais, c'est ça. Toute la côte ouest. Des petits bastions bleus à gauche à droite. Mais sinon, c'est rouge. Du putain de rouge. J'avoue. Partout. C'est hardcore. Ok, donc en fait, victoire écrasante de Trump, quoi. Tout à fait, victoire écrasante qui fait rentrer du coup aussi... Parce que pour ceux qui s'intéressent pas du tout ou à moitié, il n'y avait pas seulement la présidentielle, il y avait aussi l'élection de la Chambre des représentants. Donc les États élisaient de nouveaux députés. Pour ceux qui ne sont pas familiers non plus avec le fonctionnement de la politique. Moi, je ne le suis pas du tout, donc let's go. Comment est-ce que ça fonctionne en général un pays ? Parce que le nôtre, il fonctionne plus ou moins de la même manière. On n'a pas de président, mais on a un Premier ministre et on peut faire la relation. En gros, ici, on a la Chambre des représentants et le Sénat. Ok. Nous, quand on vote pour élire les membres de la Chambre des représentants, tous, une partie des membres du Sénat, et revenons à l'Amérique, t'as le président qui dirige le pays a priori, et
quand il veut passer une loi, il a besoin forcément d'avoir l'autorisation. Si tu veux, on a Ok. le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Ça va, t'es un peu ça, familier avec je me ça. rappelle de ça, ouais. Donc le pouvoir exécutif, en gros, c'est les ministres. Donc c'est ceux qui exécutent. Le pouvoir législatif, c'est ceux qui décident. Donc c'est les seuls pour qui nous, a priori, en tant que citoyens, ici en Belgique, on est obligé, mais dans tous les autres pays du monde, on n'est pas obligé. On vote pour eux. Donc c'est nous qui disons, voilà, on crée une grande chambre avec plein de gens qui se rassemblent, à qui nous, on a dit, ben voilà, vous allez nous représenter, décider pour nous. Et dans cette chambre, il y a, je ne sais pas exactement comment ça se passe en Amérique, mais c'est probablement très très similaire. Les ministres proposent des lois. Ces ministres, ils sont choisis comment ? Ils sont choisis, je pense, aux États-Unis, ils sont choisis directement par le président. Ça diffère avec chez nous, où c'est choisi par les partis qui ont gagné les élections, en gros. Et c'est ce qui est en train de se passer ici d'ailleurs. Ouais. Je pense que ça fait bientôt 200 jours qu'on cherche à constituer un gouvernement. Ça va, on est encore loin du record qui était C'était combien quasi énorme. 400, je crois. Ouais. C'était plus d'un an, ça, c'est sûr. Plus d'un an avec un gouvernement en affaires courantes. Un gouvernement en affaires courantes, ça veut dire que c'est les anciens ministres qui restent à leur place et qui en gros peuvent plus proposer de grosses lois, mais qui doivent juste faire tourner le pays, quoi. Je suis mort. Donc là, en fait, tous ceux qui sont potentiellement amenés à nous représenter et qu'on a élus, ils sont en attente que le gouvernement soit formé. Ouais. Pour pouvoir faire leur travail. Je suis mort. Donc, en gros, là, on est en train de les payer à rien faire, quoi. Parce qu'on les paye et grassement en plus. Ça, ce serait pas un problème si les gens ne faisaient pas des carrières longues de 20 ans dans la politique. Ouais. Franchement, ça c'est mon opinion et je pense que je la laisserai. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais voilà, je crois que de base, en fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi de payer ces gens autant ? Simplement parce que a priori, ils n'allaient pas faire ça toute leur vie, tu vois. Ouais. Et donc, il fallait leur permettre d'avoir une certaine sécurité et surtout une indépendance, tu vois. Parce que s'ils étaient soumis aux mêmes contraintes que tout le monde, forcément, ils peuvent pas faire leur travail normalement. Ouais, c'est sûr. Et donc, pour revenir aux USA, donc il y a eu la présidentielle qui a élu un nouveau président, mais aussi l'élection de nouveaux représentants dans cette chambre législative, donc qui décide si une loi va être mise en exécution par les ministres et le président. Comme je te dis, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne aux États-Unis, mais je suis quasi sûr que c'est Trump qui désigne ses ministres. Et donc il choisit et un peu qui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu, il a décidé de s'entourer de notre ami Elon Musk. Tout à fait. C'est cocktail, mec. Un cocktail détonnant. Est-ce qu'on serait pas rentré dans Idiocratie ? Vraiment, on est dans une dinguerie. En fait, donc là, le président Donald Trump, enfin le futur président, parce qu'il a pas encore... Ah non, c'est en janvier. Ouais, ça. Bref, Donald Trump, quoi. Il a fait venir Elon Musk dans son... Comment on appelle ça ? Un gouvernement ou... Non, gros, je suis mort. Tu sais pas ? Non, j'en reviens pas qu'il a appelé ça Doge. Je suis choqué. Ah non, vraiment, et c'est pour ça que le Doge, il a pété, mec. Pour ça. C'est le fondamental, quoi. Il a explosé, mec. Mec, ok, donc pour revenir, donc moi je suis revenu sur Terre là, mais. Tu savais pas ? Je pensais que tu savais. En fait, je savais qu'il avait nommé un truc et j'avais lu, mais en entier, tu vois, donc Department of machin. Et t'as pas. Et j'ai pas fait les connexions dans ma tête, donc là je tombe des nues et je comprends le 100% non, du le Doge. mec il a mis. Enfin, vas-y, exprime. Mais d'ailleurs, ça va être intéressant. Exprime-toi là-dessus. Mais ouais, du coup, juste, je pense pas qu'il l'ait nommé dans son gouvernement parce que ça ferait trop de conflits d'intérêts vu que c'est le propriétaire de SpaceX et que SpaceX est le contractor, donc l'agent qui s'occupe des voyages dans l'espace et donc enfin voilà, je pense pas qu'il... Disons que moi j'ai lu la bio de Elon Musk qui a été écrite par je sais plus qui, enfin le nom. Ouais, moi j'ai écouté un podcast sur sa vie, donc donc t'as le truc. J'ai le contexte aussi. Eh bien, dans le livre, ils expliquent qu'à un moment, ils arrivent au moment où il est à fond dans les fusées et tout. Et à ce moment-là, c'était Obama qui était président et Trump allait devenir président pour la première fois.
Et donc là, le combat de Elon Musk, c'était d'avoir des subsides et des aides de la NASA, etc., pour pouvoir faire décoller des fusées, etc. La NASA, au début, il sautait bien de sa gueule, genre, hey, mec, frère. c'est bon, passe à autre chose, mec, là, t'exagères, là, c'est notre travail. Et en fait, au fur et à mesure, il a commencé à vraiment améliorer tout le bazar. Mais à quel prix ? C'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est le prix, pas en termes financiers, hein, mais ce mec est horrible. Hein. Il est horrible. Il est Asperger, il comprend pas l'autre en face. Pour lui, c'est un objectif, il n'y a pas d'autre choix. Cet objectif, je vais l'atteindre à n'importe quel prix. Et c'est là que ça devient aussi un peu dangereux dans certaines décisions, etc. Bref, là, on parle, parce qu'il y a beaucoup des anciens employés, des anciennes personnes qui travaillent avec lui, qui parlent de lui dans le bouquin. Que le journaliste écrivain avec qui il a discuté. Le livre est hyper bien écrit. Et vraiment, ils disent il est horrible, quoi. Donc, et franchement, je crois qu'il y a peut-être 2 personnes qui le kiffent. C'est son frère, son propre frère. Et encore, pendant des années, ils ne se sont pas parlé. Et puis, enfin bref. Et une femme, il me semble, qui a travaillé avec lui au début dans Tesla. Enfin, une connerie. Enfin, pas une connerie. Ouais, d'ailleurs, parce que du coup, moi, les informations que j'ai sur lui, c'est plus encore early, sur sa jeunesse, etc. Et donc, je sais qu'il est en conflit avec son père depuis toujours. Il est né en Afrique du Sud. Ouais, Afrique du Sud, il a bourlingué pas mal et puis il a fait le con, enfin blindé, il s'est battu de fou. C'est un moment, c'est sa phobie, enfin sa lubie, se battre tout le temps. Enfin, c'est un gars bizarre. Ok. Et en gros, à un moment, donc pour revenir avec SpaceX, à un moment, il est arrivé à un tel niveau. Que personne ne peut comprendre ou connaître parce que voilà, le mec, c'est un putain de génie vraiment dans son domaine, que tu adhères ou pas, et moi j'adhère pas à ça forcément. Son rêve, c'est d'aller sur Mars et de coloniser Mars. C'est ça son rêve. Exactement. Son vrai but, c'est ça. Son objectif. Donc moi ça m'intéresse pas du tout. Je trouve ça stupide comme rêve, mais voilà, si lui c'est son rêve et que bref, ça c'est son truc. Mais donc la NASA, à un moment, donc ils sont bien foutus de sa gueule, etc. Avec Obama s'est un peu penché sur Musk, en mode, je vais quand même aller checker ce qu'il fait, quoi, ce mec. Et en fait, avec tous ces associés, ces trucs, l'État, le truc, la NASA, etc., ils ont vu qu'en fait, c'est pas du tout un rigolo. Et c'est Obama qui, la première fois, lui a laissé un petit laissez-passer sur le côté du « Ok, on est d'accord de financer tel truc pour telle fusée, pour tel lancement, etc. etc. » Voilà, et donc, c'est son premier petit pan politique. Trump est arrivé président. Eh bien, dans le livre, en tout cas, il explique que Elon Musk est réticent à du 2000 à l'heure en mode « Non, ce mec, je l'aime pas. Je n'aime pas ce type. Je ne ferai jamais affaire avec lui. » C'est un peu ce truc-là. Et donc, du coup, il s'est détaché de ça. Mais il a tellement performé qu'au final, c'est la NASA qui lui demandait un peu des conseils sur « Oui, est-ce que pour telle technologie, comment il a inversé la tendance. Ouais, on voit ce qu'il fait maintenant. Enfin, maintenant, en fait, la NASA, ils peuvent pas ramener leurs astronautes. Ils sont obligés d'attendre que Elon Musk... Elon Musk va le chercher. Ouais, c'est une folie, quoi. Donc, là, il fait ramener des fusées et tout. À l'époque, la NASA, quand ils faisaient décoller une fusée, la fusée, les réacteurs et tout, ça tourne sur orbite, quoi, parce que c'est des déchets spatiaux, quoi, on peut dire ça comme ça. Maintenant, Elon Musk, il a réussi, entre guillemets, c'est son marketing de merde, mais il est là, quoi, c'est de faire ramener ses fusées. Donc en tout cas, de ce que j'ai vu, ça marche. Ça c'est marche. Incroyable. C'est ça qui est fou, quoi, tu vois. Enfin bref, mais encore une fois, il n'y a pas d'idéologie. Moi, j'ai vraiment lu ce livre en mode... Qui c'est ce putain de type ? C'est qui ce mec, quoi ? Et en vrai, c'est un gars très bizarre. C'est horrible. Il est trop bizarre, ce mec. Enfin, bref. Il a l'air étrange, effectivement, mais donc il n'est pas ministre. Il va pas devenir ministre. mais il va diriger un département de l'efficience. C'est ça. Department of Governmental Efficiency. Donc le département qui va contrôler l'efficacité du gouvernement. Ça veut tout et rien dire, en fait, c'est marrant. Tout à fait. Et donc, ce Doge, putain, je suis vraiment à côté de la plaque, gros, parce que je l'ai lu. Ce Doge, il a provoqué forcément le pump du Doge de 100%. Et je pense que tu n'en as jamais parlé dans tes épisodes. J'ai jamais parlé du Doge. Alors que c'est un main, quoi. Il est quand même vachement connu depuis longtemps. Il est connu depuis longtemps. En fait, il est né en 2013. C'est 2 mecs qui l'ont créé. À la base, c'était une blague. Simplement une blague. Ils ont copié la technologie du Bitcoin. Et ils ont dit, voilà, le Bitcoin, là, ça a pris de la valeur. Nous aussi, on sait le faire. Il n'y a pas de problème. Ils l'ont fait. Et en fait, il a rapidement gagné en popularité
grâce à la communauté. C'est ce dont Ouais, c'est ce sur quoi je voulais embrayer quand je demandais c'est quoi un projet solide. En vrai, un projet solide, c'est des fondamentaux, mais pas toujours. Ouais. Parfois, c'est simplement un mème et ça nous permet d'embrayer un peu sur les mêmes coins qui vont même nous faire revenir sur Trump. Ouais. Ça va être très drôle. Et donc, ce meme coin, le premier, c'est le Doge, né en 2013, copie du Bitcoin, créé par 2 mecs. Avant qu'il pète, il y a un des 2 mecs, je sais pas l'autre, mais il a vendu tous les Dogecoins qu'il avait, donc il y a des milliards de dollars maintenant, pour une Toyota Corolla. Je suis mort. Non. Et Je suis mort de rire. 3 ans après, il tweetait regardez contre quoi j'ai échangé mes Doge. Il avait plus d'argent. Putain, je suis mort. Ouais, c'est. Ça, c'est là. Ah, bon, bref, ça, c'est le monde cruel. Exactement. Du Et en fait, trading, on fait l'achat-vente. Hein. C'était communauté et c'est un truc qui revient maintenant souvent dans les meme coins qui marchent. Donc, c'est quoi un meme coin? Un meme coin, c'est un coin né d'une blague, d'un meme populaire qui s'appuie sur n'importe quoi. Sur n'importe quoi, c'est vraiment ça. Mais le plus souvent, des chiens. Ouais, ça c'est On va pas se mentir, des chiens. Bon, maintenant, des animaux, c'est un peu plus large. Mais les plus populaires en général, c'est des chiens comme ça de tête. Doge, c'est un Shiba, mais on a aussi le Shiba. Ouais, Shiba Inu. Exactement. On a le Bonk, qui est, c'est plus un renard lui, mais ça reste un animal. On a le Pépé. Ouais, le Pépé, qui est très très. En fait, je pense que tu vas aller sur CoinGecko. Moi, je vais aller sur CoinMarketCap. Alors là, même, il y en a combien 2584. Ah putain, je pensais qu'il y en aurait 2584, plus. Ouais. Je pensais qu'il y en aurait plus. Mais mec, quand tu regardes, genre couche 1, donc layer 1, ça dans le podcast, normalement, vous savez ce que c'est. C'est 202, genre, tu vois. Proof of Work, c'est une catégorie, 172, tu vois. Exactement. Plateforme contrat intelligent, 181, même coin, 2500. Ah ouais, mais il y a... c'est le plus gros, en fait. En fait, un meme coin, ça se crée en 3 minutes. Si tu veux avoir une vue encore plus large de l'écosystème Memecoin, il faut aller directement sur la blockchain. Et sur la blockchain, on a Dex Screener. Enfin, c'est pas sur la blockchain, mais c'est un site qui fait appel à tout plein d'API. Bref. Ouais. C'est un site qui recense la plupart des crypto-monnaies. Et la plupart des crypto-monnaies sont des Memecoin, comme on vient de le voir. Rien que si on regarde le top 100, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain, il y en a une nouvelle, elle a pop. Peanut de Squirrel. Elle a peut-être pas pop, mais... Donc on en a... Putain, il y en a encore plus que quand j'ai regardé, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14% du top 100. C'est des Memecoin. C'est un truc de malade. Parce que comme dit Naïm, un Memecoin, c'est vraiment une crypto qui n'a pas de tokenomics, donc d'économie de token. C'est vraiment genre une crypto comme si toi, derrière, donc tu écoutes le podcast, tu te dis genre demain je vais faire une crypto. Tu es entouré d'une personne qui est capable de le faire techniquement, c'est pas bien compliqué, mais c'est juste le côté un peu informatique. Bref, imagine que tu t'y connais un petit peu en informatique, tu vas lancer ta crypto, avec une grenouille qui représente cette crypto. Pas besoin d'explication, c'est un Memecoin, on s'en bat les couilles, c'est comme ça. C'est trop chouette. Mais comme dit Naïm, et c'est là que c'est intéressant, c'est le côté communautaire. Parce que toi, encore une fois, qui écoutes le podcast, tu es dans une communauté. Je suis dans la même communauté que toi, c'est sûr, on peut être certain. Naïm est dans la même communauté. C'est la communauté de l'euro ou du dollar ou n'importe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux aller t'acheter quelque chose avec tes euros, c'est que tu es d'accord et que la personne en face est d'accord que ça vaut ce que tu donnes pour ce que tu reçois, quoi. Je veux dire, l'échange monétaire, la monnaie a de la valeur parce que les deux parties sont d'accord que ça a de la valeur. C'est ça l'argent, en fait, hein, vraiment. Donc, nous, on est tous là-dedans. Et bien, le côté communautaire autour de la crypto-monnaie, c'est là que c'est intéressant. Comme dit Naïm, c'est le Doge, par exemple, qui est un Memecoin que Trump a assigné Elon Musk à la gestion de ce truc-là aux États-Unis. C'est de la folie. Ça n'a
aspect économique, c'est juste fait, une déjà, grande communauté. Il faut se dire que la plupart des meme coins, ils sont basés sur des tweets, souvent même Oui. de Elon Musk. Elon Musk, hein, lui, il est beaucoup sur le Doge d'ailleurs. Enfin, voilà, exactement, Elon Musk, mais c'est un peu son Doge, truc, et après il y a eu Doge. le Elon Doge, enfin bref, et là en fait je viens de tomber sur un truc ouf pendant qu'on parlait. Il y a une crypto-monnaie qui est dans le top 56 de CoinMarketCap. C'est Peanut. Peanut de Squirrel. De Squirrel. Mais donc quoi? Et en fait, elle a été créée le 31 octobre. Mais ça, c'est. Gars! Et, Pourquoi et ça a été créé sur un truc dont je voulais vous parler. Attention. 54, tu dis? Ouais, 54 sur CoinMarketCap. Bah, si tu mets Peanut. Peanut de Squirrel, 56. Peanut, P-N. Et donc là, je suis sur le contrat. Et donc on a Dex Screener qui va nous permettre de parcourir encore plus les cryptos, et les shitcoins. Le site. Ouais, exactement. Screener. Dex Screener. Et en fait, donc ce Peanut, c'est un même TikTok. Ah ouais, mais putain, je sais. En fait, putain, incroyable. C'est quoi? J'ai vu. Trop marrant. Bon, j'ai un chien et je regarde beaucoup de vidéos de chiens. Du coup, mon algorithme me suggère maintenant beaucoup de vidéos d'animaux en général. Okay. Et donc, je suis tombé sur cette histoire un peu triste de Peanut de Squirrel, qui est en fait, qui était une star d'Instagram. Seulement, il avait des haters dans ses abonnés. On parle bien, parce que là j'ai mon PC aussi. On parle bien de lui. On parle de lui, exactement. Putain, je suis mort. Vas-y, explique-moi. Il avait des haters dans ses abonnés et donc ces haters l'ont dénoncé au service animal du truc et ils ont euthanasié le pauvre petit écureuil. Mais c'est pas vrai. Ouais, donc, pourquoi? paix à son âme, parce qu'il avait mordu quelqu'un apparemment. Mais donc le mec, c'était, si tu regardes son Insta et tout, c'est trop triste et il a fait une levée de fonds et apparemment, je sais pas si c'est lui, j'espère que c'est lui parce que si c'est le cas là, bon, c'est triste d'avoir perdu un animal. Ouais, sa richesse ne lui enlèvera pas sa tristesse. Non, mais c'est clair. j'espère que c'est pas quelqu'un qui a récupéré ça à sa place en tout cas. Et donc ce mème a été récupéré parce que ça a fait beaucoup de bruit vu que c'est arrivé sur mon algorithme alors que ça devait être très local de base. Ouais, tu m'étonnes. Et donc voilà, ça a été créé avec un site. Attention, n'utilisez pas ce site. Si vous utilisez ce site, vous allez perdre de l'argent. Pump.fun. En gros, tu te connectes juste avec ton wallet. Tu uploads une image. Okay. Tu dis combien de supply max tu veux. Mais non. Ça fait un truc. Tu dis combien d'argent toi tu mets dans ton coin. Ça te donne le prix. Ça te donne un truc. Et puis, soit ton truc prend, soit t'as perdu 20 balles, quoi. Et là, une vraie question. Donc, le fait que tu le fasses sur ce site, est-ce que le site, lui, il a des... Ouais, frère, c'est un smart contract, il se met bien. Hein. Ah, il se met bien, ouais, d'office. Il se met bien, ils prennent sûrement une partie de la supply, comme ça, dès que ça pète... ouais, ils prennent... Ou même s'ils prennent pas une partie de la supply, il doit y avoir un algo qui détecte ceux qui vont péter. Et en fait, dès que ça arrive à un certain volume... le token est relâché et donc il appartient plus à pump.fun. Voilà. Il y a un LP qui est brûlé, donc un LP c'est Liquidity Provider, je crois. Ouais, provider, mais en gros c'est un jeton qui est créé à partir de 2 jetons. C'est ça. Pour résumer, et qui va servir de base à une pool de liquidité et qui va faire que le jeton va avoir sa valeur. En général, ces pools de liquidité, quand on est sur des arnaques, elles continuent à appartenir à la personne qui a créé le coin, mais en général quand on fait même un shitcoin sérieux, ces liquidités de base qu'on met dans son shitcoin, on les brûle, donc après plus personne n'y a accès. Et donc il y a un nombre de jetons et de TH qui en fait est perdu. Ce mécanisme de brûler, ça a grandement servi à beaucoup de crypto-monnaies, notamment, je me souviens parce que je l'ai vécu, le premier pump du Shiba. En fait, le Shiba, quand il a été créé, peut-être que ça revient même... Peut-être que ça a été fait avec le Doge, mais j'en suis pas sûr. Peut-être qu'il y a une partie de la supply qui a été envoyée à Satoshi. Bref. Le Shiba, quand il a été créé, le créateur a envoyé la moitié de la supply à Vitalik.
Ah, mais je savais pas, mec. Vitalik Buterin, donc le mec qui a Ouais. créé le TH, donc il a un wallet très très connu. Et donc il a dit voilà, là c'est une garantie un peu que il y a une partie de la supply qui est là, qui va pas bouger parce que ce wallet il y touche jamais, machin. La moitié de la supply a été envoyée. Ça valait pas grand chose. Enfin, Oui, voilà. ouais, ça valait pas grand chose. Le truc a commencé à exploser assez rapidement. Ça a été vraiment assez fulgurant pour le Shiba. C'était en 2021. À un moment, Vitalik s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il avait reçu sur son compte. Il a dit ok, ben moi maintenant là, je vais vraiment brûler Non. toute une partie de ce que j'ai reçu, et pour le reste, c'était au moment où il y avait des trucs en Inde, je pense, ou je sais plus, il y avait eu une catastrophe naturelle, et il a dit je vais envoyer X millions pour la catastrophe, et le reste je vais le brûler. Et donc ce mécanisme de brûler des jetons, Bonk s'en est servi aussi énormément. Bonk c'est un autre shitcoin mais qui était sur Solana. Le shitcoin Shiba il était sur ETH. Ok. Du coup on en parlait, les frais horrible, surtout que quand tout le monde est sur le même smart contract, Ouais. quand tout le monde est sur les mêmes pools de liquidité, tout le monde essaye de passer l'un avant l'autre. Du coup, les shitcoins sur ETH c'était cool, mais comme tu dis, c'était que pour les gens riches. Il fallait avoir plein d'argent et il fallait avoir une certaine. Imagine, tu dois avoir un ETH de réserve pour pouvoir faire tes transactions. Enfin, n'importe quoi, gros, qui a ça? C'est une dinguerie. L'intérêt de Solana, frais de transaction quasi nul. La chaîne va littéralement 100 fois plus vite que ETH. C'est une dinguerie. Solana, c'est une dinguerie. C'est vraiment incroyable. Solana. Mais donc, du coup, c'est l'aspect communautaire, comme dit Naïm. C'est ce truc-là qui est intéressant dans les mêmes coins. C'est que c'est beaucoup de personnes, beaucoup, qui se mettent d'accord sur le fait que ça vaut de l'argent. Quoi, exactement. En fait. Donc, ça achète, ça vend, ça achète quelque chose, ça revend, ça l'utilise. Et donc, il y a une certaine valeur derrière. Et donc là, à l'ère des réseaux sociaux, ce peanut de Squirrel, il est magnifique pour cet Mais épisode. c'est Parce que putain, littéralement, il a mis 15 jours à atteindre une capitalisation. Mais l'histoire du... C'était quand qu'il est mort? Le Ah, petit... c'était. Moi, j'ai vu, il avait été euthanasié 3 jours avant, tu vois. Ah, genre ici, quoi. Ah ouais, ça vient d'arriver, tu vois. C'est vrai, en fait, c'est vraiment. Là, c'est l'exemple parfait de la hype. Ouais, c'est incroyable ça. Okay. Et en plus, ça a été créé avec le site dont je voulais parler qui permettait de faire n'importe quoi, donc c'est encore plus incroyable. Et maintenant, c'est devenu ce aussi dont je voulais parler, c'est que t'as des shitcoins du coup qui deviennent des coins. Ça devient juste des coins. Des coins parce que le Dogecoin, la blague a pris quoi. on peut te dire ce que tu veux, mais il y a vraiment un écosystème autour. C'est vraiment une blockchain qui fonctionne, etc. Shiba, c'est pareil. T'as des plateformes, tu peux faire des trucs. Justement, ils sont beaucoup dans le caritatif. Quand tu fais des dons, ils récupèrent de l'argent, ils brûlent une partie de la supply, etc. Ouais. Donc c'est du marketing aussi beaucoup. Et il y a une gestion, enfin ça fait partie de marketing parce que ça explique un peu la gestion monétaire, qu'on va dire. C'est un peu ça l'idée, quoi, pour que ça ait toujours un peu de valeur. Mais ça c'est expliqué normalement dans le podcast, il me semble. Enfin bref, il faut écouter les 10 000 épisodes. 30, 35 je crois, 35. Ouais, mais sur la fin, il y a déjà des discussions. Donc, ouais, non, bah oui, en fait. Non, ouais, il y en a 30. Exactement. D'ailleurs, allez écouter les discussions aussi. Ouais, c'est top. Il y a celle avec Broker Défense notamment, très très bien. Ouais, dingue. Et toutes les autres aussi. Qu'on salue d'ailleurs. Ils étaient vraiment super cool, tous les deux. Voilà, c'est bien pour les shitcoins. Hein. Ouais, shitcoin, mais shitcoin, il y a beaucoup de choses à dire quand même, ça qui est fou. Et donc, comme on explique depuis là tout à l'heure, on est dans une situation économique, une situation du monde, une situation fondamentale assez particulière qui fait qu'on ne sait plus trop, quoi. En fait, c'est comme ça résume, c'est le chaos, go. C'est le chaos. C'est le chaos. C'est difficile de trouver du sens dans les choses. Ouais. Il faut juste l'accepter et analyser. Et en fait, on n'est que dans du nouveau. Donc, on est là, on verra demain. Mais au final, c'est bizarre ce qui se passe. Ouais, c'est étrange et un peu excitant à la fois, quoi. Ah, de ouf, c'est excitant mort. Mais le seul qui, lui, franchement, c'est le best, c'est quand même Bitcoin, quoi. Il n'y a rien à faire, c'est abusé. Lui, je pense que s'il y a une chose qu'on peut dire à n'importe qui écoute ce podcast et qui s'y connaît ou pas. Mais moi, en tout cas, c'est mon avis. Je pense vraiment que Bitcoin ne mourra jamais, quoi.
et il ne fera qu'augmenter parce qu'il y a Il faut jamais dire jamais, mais ouais. Non, mais ouais, jamais. Enfin, jamais dans le sens où... En vrai, je dis jamais... s'il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de bitcoin. Et voilà, il n'y a plus rien. Fini. S'il n'y a plus du tout d'internet, il n'y a plus de bitcoin non plus. Donc... Exactement. Donc voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tant que la société survit comme elle le survit... Ouais, oui, tant qu'elle survit comme ça... En fait, tant qu'il y a un ordinateur toujours allumé. Quoi. Ouais, c'est un ça. ordinateur. Non, 2, du coup. Oui, 2... à un moment donné, si on veut le partage, quoi. Ouais, mais exactement. au final, un qui tourne, lui, il va continuer à... Ah, mais non, il en faut 2, obligatoirement. Ouais, je pense qu'il en faut 2 obligatoirement. Il en faut 2. Il faut un réseau, quoi. Il faut un réseau, il en faut 2. Un ordinateur allumé, ça suffira pas. Non, mais non, bon, il va calculer tout seul, c'est n'importe quoi. On n'en est pas encore là, et les gens sont très ingénieux. Mais donc, du coup, si les ETF existent, c'est dire que tu pourras miser sur quelque chose qui n'existe plus à un moment donné. Tu pourras acheter... Tu vois ce que je veux dire? C'est maintenant, imagine... Je vis encore dans 200 ans. Ouais. Donc là, la blockchain a liquidé... Ouais, tous les bitcoins sont là. Donc tous les bitcoins existent, il n'y a plus de minage, plus rien, c'est plus qu'un truc d'échange. Et que moi, j'arrive à ma banque et je dis, voilà, je voudrais acheter un ETF bitcoin. Bah, tu vois, en fait, quel est le jeu là? Dans l'ETF, il y a des bitcoins. Oui, mais est-ce que la banque dirait, écoutez, il n'y a plus de bitcoin là Non. Il faudrait qu'il n'y ait plus d'ETF. Parce que le bitcoin, il va continuer à s'échanger. Et justement, a priori, c'est à ce moment-là c'est que des échanges. C'est à ce moment-là qu'il s'échangera à des prix encore plus faramineux, vu qu'il n'y en aura plus de nouveaux maintenant. Est-ce qu'à ce moment-là, les gens vont continuer à faire tourner le logiciel, sachant que... oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Tu as une node qui sert... Si, la node, en fait, elle est beaucoup moins énergivore. Ça permet juste d'entretenir le réseau. Maintenant, effectivement, les blocs... Qui va miner? T'as plus de récompense. Ouais, c'est ça. C'est de l'or et c'est fini. Il faut vendre avant 2120. Conseil financier. Ouais, c'est ça. Vendez avant 2120. Non, ça va. Du coup, je me demande, c'est quoi les proportions Ce serait la seule monnaie, tu sais, où tu pourras acheter des trucs sur Mars, un truc de gros blindé, Elon Musk qui t'envoie. Ici, c'est que du Bitcoin, ici, et du Doge. C'est abusé, mec. On vit dans un monde de fou. Ouais, on vit vraiment dans un monde... Mais c'est passionnant, quoi. C'est ça qui est horrible aussi, à la fois, quoi. Et les personnes qui écoutent le podcast, c'est pareil, quoi. Je suis sûr que vous êtes aussi un peu... j'ai envie de savoir, j'ai envie de... C'est ça qui est trop cool. Franchement, l'univers de la crypto et de la blockchain, c'est un univers de fou. Vraiment. Ouais. Maintenant, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il est tellement vaste, c'est facile de s'y perdre, c'est facile d'écouter les mauvaises personnes. Mais ce qui est dur, c'est en fait, encore une fois, mais c'est dans tous les sujets, je pense, qui existent, c'est il faut s'éduquer et essayer d'avoir un esprit critique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'intéresses aux cryptos en te disant, vas-y, c'est quoi? Mec, cherche pas 1000 trucs, regarde Bitcoin et ponce Bitcoin. Qu'est-ce que c'est? Comment? Qui a fait quoi? Comment ça fonctionne maintenant? Comment je peux avoir une transaction? Comment on peut... Ok, Bitcoin, c'est fait. Après, c'est Ether. Donc ça, c'est clair. Donc la blockchain Ethereum. Même question. Tu regardes par rapport à Bitcoin. Parce que là, déjà, juste ces deux-là, il y a déjà des grosses différences. Et en même temps, une ligne, on va dire un fil rouge, quoi. C'est un truc classique. Et seulement après, tu peux commencer à t'amuser à regarder le reste. Et le reste, c'est parfois des différences ultra significatives. Parfois, tu vas te prendre la tête pour un coin. Tu vas te dire, attends, mais ça, je comprends pas. Mais comment ils font pour avoir que ça, c'est de la valeur? Et tu vas commencer à te poser full questions. Et c'est ultra intéressant. Ça te muscle un peu le cerveau dans cette dynamique-là. Et encore une fois, et ça, je l'avais dit aussi au début, surtout au début, dans notre monde actuel, je crois que c'est impératif de comprendre un peu ce truc-là. Pas la crypto en question, mais le fonctionnement même de la valeur. C'est ultra important. Parce qu'on arrivera peut-être à des situations de détresse, de putain, on est dans la merde, quoi. Tu vois, et je pense qu'on arrivera. Tu vois. Oui, c'est sûr. C'est comme ça. Mais quand tu as cette lucidité et tout, je trouve que tout fait moins peur d'un coup. Tout fait moins peur parce que tu comprends mieux pourquoi on utilise ça, pourquoi on fait ça, etc., etc. Et donc du coup, voilà, la crypto, ça sert aussi à ça, quoi. Ça sert à pouvoir voir les choses autrement et voir un peu la valeur intracommunautaire, la valeur parce qu'on limite l'offre, la valeur parce que, je sais pas moi, on imprime moins, des conneries comme ça. D'ailleurs, on en avait parlé l'autre fois, mais comme l'épisode est mort, oui, parce qu'on a fait un épisode avant ça, mais il a disparu dans les limbes. On sait pas où il est. Mais je crois que je vais le retrouver un jour. Je l'ai mis, mais
Écoute, il sera trop tard. Il sera trop tard, mais c'est sur bonus. Ce sera dans les scènes coupées. Et donc, ça avait parlé de MAGA. Ouais. Tu sais ce que c'est MAGA? Tu te souviens de ce que c'est MAGA? Qu'est-ce que ça veut dire MAGA d'ailleurs? C'est truc de Trump, ça, non? Ouais, Make America Great Again. C'est ça. Et donc il y a des gens aussi, on parlait de communautés, de hype, qui ont récupéré ce MAGA pour en faire un meme coin qui a aussi explosé. Donc. Et oui, d'ailleurs, depuis l'élection de Trump, là, ça a Wow, explosé, non, ça, non, pas du tout. Ah non, Non, c'est négatif. bizarre, non? C'est plus les genres Crying Biden ou des enroules comme ça. Je suis mort. Mais bon, à chaque fois, ça c'est des trucs éphémères, tu vois. On n'est pas. Oui, là on est sur vraiment, on est sur une grosse blague. On est sur des vrais shitcoins, même coin et inutile coin, quoi. Ouais, vraiment. Est-ce que tu as entendu parler de la Beam Chain de Ethereum? Ah, eh ben non. Là, j'ai envie que tu me parles de ça. Comment ça s'écrit? Beam, B-E-A-M. En fait, donc en gros, c'est un des développeurs principaux. Il y a eu la DevCon. Donc la DevCon, c'est le Comic-Con des devs. Ok, ouais. Logique, donc c'est un grand rassemblement avec des conférences, etc. Oh mec, ça a l'air d'être un sujet hyper intéressant. Ouais, c'est Vas-y, hyper intéressant. explique ça, Et donc en gros, cette Beam Chain, elle ferait en sorte de faire passer Ethereum sur un nouveau niveau, ouais. en optimisant en fait le temps des transactions, donc les faire passer de 12 à 4 secondes, en baissant. Si tu veux staker directement toi-même sur Ethereum, pour l'instant, tu as besoin de 32 ETH. Ouais, ok. Donc voilà, c'est une chaîne de riches, comme Ouais, on disait, encore une fois. tous vérifient. Bah, ça ferait passer ça à juste 1 ETH. Ok. Donc ça rendrait le truc beaucoup plus accessible. plus de 100 000 balles, quoi. Ouais, bah oui. Aujourd'hui, si tu veux être un staker toi-même Je suis mort. natif. C'est hard. Et les frais aussi? Oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est ça l'idée, tu vois. Ah, ok, on est d'accord. Et en vrai, je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que moi-même, je les ai pas assez lus. Mais il y a une probabilité que ça rende obsolète les L2. Ah, ça pique ça, non? Bah, ça pique un peu, mais après, on est sur une implémentation pas prévue avant 2027. Donc, il y a le temps de Donc là, voir. on en parle gentiment. Et... En fait, c'est une proposition d'un des mecs. Donc, il faut que ce soit validé. Et il faut qu'ils mettent ça en développement. Il faut que. Et donc, c'est la Beam Chain. Ouais, c'est ça. Et c'est Justin Drake qui l'a annoncé il y a tout juste le 13. Ils appellent ça la mise à jour historique de la blockchain Ethereum. C'est ça. En fait, il y a eu The Merge. T'as parlé de The Merge. The Merge, j'en ai parlé, oui, il me semble. Donc oui, en gros, avant Ethereum, c'était Proof of Work. Donc tu pouvais miner le TH. Quand il y a eu The Merge, je sais plus quand c'était, mais c'est relativement récent. Ouais, c'est relativement récent. J'ai pas du tout la date en tête. Je crois que c'était même au début du podcast, mec. On venait d'arriver à ce truc-là. Bah, c'est bien possible. Donc c'était il y a plus d'un an maintenant. Plus. Attends, c'est quoi? On a nos ordinateurs devant nous. The Merge. En gros, je vais mettre The Merge, il va me mettre un. Ah non. Il le met d'office, non? 15 septembre 2022. Ah, 2022, ouais, donc voilà. on n'est pas loin du... Ouais, peut-être 4-5 mois après, j'ai commencé le podcast. Ouais, c'est ça. Donc mais donc, à la base, donc, ce que dit Naïm, et je sais plus si je l'ai dit, mais je suis quasi certain de l'avoir dit. Ouais, je pense que tu l'as dit. C'est que la blockchain Ethereum, avant, c'était un proof of work, comme la blockchain Bitcoin, donc il fallait des machines pour calculer les transactions, les trucs, tout était crypté, etc. C'était dur. À un moment donné, ils ont voulu rendre le truc un peu plus accessible, un peu plus... ils ont fait en sorte que ce soit moins difficile de miner, en fait, donc d'écrire en cryptographie les transactions sont dans les blocs, etc. Et donc, ils l'ont fait passer en proof of stake. Et donc, ils ont réussi à faire en sorte que le programme existant, qui était un proof of work, devienne un proof of stake. Et ça, en vrai, je me souviens, à l'époque, c'était une prouesse technologique. Tout à fait, mais c'est super compliqué parce qu'en fait, tu dois transformer la blockchain sans qu'elle s'arrête, modifier et sans qu'elle s'arrête, sans l'altérer et sans l'arrêter. Il faut en fait, j'avais vu une vidéo d'un youtubeur, je sais plus qui c'était, mais il avait expliqué ça d'une manière qui était trop stylée. Il disait, c'est comme si tu étais avec ta voiture comme dans un film d'action où donc tu es sur une piste d'atterrissage d'avion et il y a l'avion qui va à fond de balle, qui ouvre son coffre comme ça, qui touche le sol, la voiture derrière qui roule et qui doit rentrer dans l'avion
comme dans un film d'action. Vraiment, c'est le même principe. Donc la blockchain Ethereum en Proof of Work, c'est l'avion. Lui, il continue sa route, il n'y a pas de souci. Eh bien, le Proof of Stake, donc de merge, donc le fait que la blockchain se modifie, eh bien, ils doivent rouler tous ensemble pour entrer dedans. Et je trouvais cette vulgarisation trop stylée, quoi. C'est un peu ça le délire. Ouais, c'est ça. Hein. Tu suis le chemin en cours et t'as pas le choix. Tu dis pas à l'avion, arrête-toi, j'arrive. Maintenant, on va faire mes lois. Non, il n'y a pas le temps. Il faut le faire parce que tout le monde utilise cet avion. Donc voilà. Et effectivement, donc The Merge. Et ensuite, devrait venir la Beam Chain. La Beam Chain. Donc ça, c'est peut-être le deuxième gros changement. Exactement, un gros changement. Et donc ça, en gros, l'idée, on va pas se mentir. Et pourquoi les L2 seraient impactés là, un L2, ça sert à rendre les transactions cheap, plus de scalabilité, machin. En fait, les L2 devront commencer à se perfectionner dans des trucs. Ouais, c'est ça. Ils devront se spécialiser pour survivre. Ouais, c'est ça. Et je doute pas que la plupart y arriveront, tu vois. Parce que non. Mais il y en a, oui. Mais je pense qu'il y a plus de trucs qui vont... En fait, les L2... les gros L2... Oui, les gros L2, les fondamentaux, quoi. Il y a énormément d'argent qui gravite autour. Faut pas oublier ça. Du coup, je pense que ils vont trouver des solutions, tu vois. Même s'il y a des trucs qui vont peut-être perdre en valeur, etc. Je doute... en général, les gens sont assez créatifs, quoi. Même si la concurrence est aussi très très rude. Ouais, de ouf. Vu le nombre de cryptos qui n'arrêtent pas de naître et de mourir. Par jour, il doit y en avoir des milliers. Alan, ça fait un plaisir pareil, mec, j'ai adoré. De faire cette première nouvelle émission avec toi. À fond. Donc, c'était Époque. C'était le premier épisode. On est toujours sur la chaîne de Alan en parle, sauf que... Avec Naïm, là, pour le coup. Exactement, c'est Alan l'invité. Moi, c'est juste Naïm. Ça marche. En tout cas, un grand merci, Naïm. C'était vraiment cool. Et j'espère que ça plaira aux gens qui vont écouter cet épisode, parce que ça change un peu, mais je pense que c'est important que le podcast prenne aussi une autre tournure et qu'il soit pas toujours dans le même format. Et j'avais déjà commencé le truc avec les interviews, etc. Et c'est un peu les premiers déclics, les premiers trucs qui se passent. Là, en l'occurrence, je donne un peu les commandes à Naïm. C'est vraiment lui donc qui va introduire son univers dans ce qu'il a envie de faire dans les épisodes, etc. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire, quoi, parce que voilà, je vois que, on le sait, Naïm est à fond dedans, il adore ça, il aime bien les podcasts, les faire, le sujet, ça il le maîtrise, il y a no stress. Et donc le format en question, il a été réfléchi de sa part, ça a été proposé, moi je trouve ça trop cool, donc let's go, quoi, que l'aventure commence. J'espère vraiment que ça plaira aux gens qui écouteront. Ouais, j'espère aussi. Je pense que oui, hein. C'est bonne ambi, on est posé. On regarde les actus, on parle de crypto et voilà, quoi, c'est tout. Tout à fait. N'hésitez pas à venir dans les DM d'Alan s'il y a des sujets un peu d'actualité. À fond. Je mettrai Naïm dessus aussi s'il y a des questions, quoi que ce soit. N'hésitez pas. Hein. Et s'il faut que Naïm réponde, je donne les accès et il répond. Il y a no stress, quoi. Donc voilà. Allez, c'est que du partage. Merci tout le monde. Prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.